peu de politique locale, si vous voulez, hein. Et notamment de ce qui s'est passé un petit peu après les élections municipales. Cette période-là est révolue. Mais après l'élection municipale, il y a eu des répercussions assez fortes de la défaite sur le PS local, avec notamment le retrait de Joël Cornbuson, la montée en puissance de Michel Guérin. Comment est-ce que vous voyez ça, vous, vu un peu maintenant de l'extérieur, avec toujours un œil très pointu sur ce qui se passe à Châtellerault? Oui, moi je viens régulièrement à Châtellerault. Il paraît que vous avez publié quelque part un article. Edith revient, hein, on me dit ça. Moi je n'ai pas vu l'article, mais je ne reviens pas, je ne suis jamais partie vraiment. Hein. Simplement, je me tiens au courant. J'ai souvent affaire à Poitiers pour mon travail. Et puis je viens assez souvent à Châtellerault. Donc mon journaliste sort, journaliste après, effectivement, se relevèrent. Merci beaucoup. C'est normal, il y a un choc, hein. Ça c'est partout, je pense, dans ce genre de circonstances, la même chose. Donc comment j'analyse ça? Moi j'analyse que Michel Guérin était le premier adjoint, c'est assez normal qu'il joue un rôle dans la suite. Voilà. Il y a eu des luttes fortes quand même au sein du PS local entre, on va appeler le clan Cornbuson, le clan cyber, on va dire ça comme ça, et puis vous avez joué un rôle dans ces luttes? Non, non, pas du tout. Je ne crois pas qu'on puisse parler de clan ni de lutte. Simplement, il y a eu effectivement des explications, c'est normal. Après une défaite, on essaye de savoir pourquoi. Hein. Donc les avis, ça ne vous étonnera pas, n'étaient pas unanimes. Hein. Tout le monde ne faisait pas exactement la même analyse. Donc voilà, ça donnait lieu effectivement à un certain nombre de discussions. Je crois que c'est assez simple. C'est mieux que de se taire et de se tapir dans son coin pendant que ça se passe. Donc il y a eu effectivement des explications. Est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir, vous, une certaine responsabilité par rapport à ce qui s'était passé? Parce que Michaud, c'était un de vos proches, Guérino, c'était un de vos proches, Cornbuson, ce fut un de vos proches, donc voilà. Michaud, alors je suis désolée, jamais Michaud n'a été un de mes proches. Mais alors jamais, je crois que j'ai dû le voir avant les élections, d'ailleurs depuis j'ai jamais eu, peut-être 3 fois. Hein, c'est pas du tout, alors là je conteste absolument. C'est quelqu'un qui était magistrat à Poitiers, il s'est très bien comporté avec l'ancien premier adjoint Robert Château, et donc moi, je peux dire que je ne nourrissais pas de bons sentiments à cet égard, compte tenu de la façon dont il s'est servi de son poste, de sa fonction, pour tourmenter pendant des années cet homme absolument formidable qui était Robert Château, qui était d'une intégrité totale, qui était extrêmement efficace, qui a joué un rôle très important, qui m'a énormément secondé, puisque moi je ne pouvais pas être là tout le temps, hein, c'est-à-dire qu'il s'occupait vraiment du day-to-day tout le temps. Et non, Michaud n'a jamais été proche de moi, c'est clair. Hein. Bon. Quant à Joël Cornbuson, oui, c'est vrai que Joël Cornbuson était une des figures qui émergeait quand j'ai souhaité passer là-bas, et que, effectivement, je l'ai pris comme premier adjoint. Donc il n'y a rien que de très régulier. Je considère qu'il y a une grande capacité de travail, que c'était quelqu'un avec beaucoup d'autorité, et voilà, qui était investi dans la vie locale puisqu'il présidait le club de foot, ce qui était important à mes yeux. Donc il présentait un certain nombre de paramètres qui pouvaient effectivement le rendre éligible pour cette fonction. Voilà. Donc, la responsabilité dont on pourrait dire, la discrétion porte une part de responsabilité sur ce qui s'est passé à ce moment-là, en 2008. Ça, non. C'est-à-dire, nous sommes tous responsables de nos actes. Une part de responsabilité. J'ai choisi effectivement Joël Cornbuson comme premier adjoint et ensuite pour me succéder. Plutôt que Michaud, plutôt que Guérino, plutôt que... Oui. Je pensais qu'il avait les qualités, moi d'un point de vue purement objectif, hein, l'attirance affective pour l'un plutôt que l'autre, hein, c'est clair. J'ai pensé qu'il avait les caractéristiques qui correspondaient à la fonction. Et je ne m'en regrette pas du tout ce qui concerne Michaud. Guérino, c'était un peu un autre problème, c'était mon directeur de cabinet, il fallait quelqu'un
à mon avis, hein, c'est quelqu'un de plus représentatif. Donc, voilà, alors, après on peut dire c'est bien, c'est mal, mais j'assume totalement la responsabilité de ce choix. Et aujourd'hui, alors au PS local, l'homme qui monte, c'est Michel Guérin. Vous approuvez ce choix Écoutez, je ne sais pas s'il monte, et je ne sais pas, quand vous parlez de choix, qui fait le choix? Qui fait le choix? Au moins les militants du PS. Ah qui oui, non mais voilà, Michel Guérin s'est imposé, disons, par ses qualités, qui sont considérables, par son sérieux, sa capacité de travail, son côté convivial, très chaleureux, effectivement, que les gens apprécient. Donc, effectivement, je suis pleinement d'accord avec l'analyse que vous faites et avec la façon dont les militants le considèrent. Vous lui donnerez un coup de main en 2013-2014? Ah, je ne sais pas si je donnerai à qui je donnerai un coup de main, mais je donnerai un coup de main à celui qui sera désigné par l'ensemble des socialistes pour nous représenter. Évidemment, bien sûr, je m'impliquerai, si c'est ça que vous voulez dire. C'est ça que je voulais dire. Comme toujours, je m'impliquerai. Alors, il ne vous a pas échappé qu'aujourd'hui, c'est Jean-Pierre Ablin qui est maire de Châtellerault. La ville bouge un peu, enfin elle évolue au moins. Comment vous voyez cette évolution? Comment vous voyez la façon dont la ville vit aujourd'hui? Bah, écoutez, je vois qu'il y a 2000 chômeurs de plus qu'il y a 2 ans, hein, que la ville continue de perdre des emplois, que les problèmes ne sont pas réglés. Alors bien sûr, il y a des... je ne dis pas qu'on ne fait rien, il y a toujours... il y a le courant qui se fait, il y a des choix en matière d'urbanisme qu'on peut contester, qu'on peut approuver. Il y a une sorte de vie courante, quoi, qui est mais une grande impulsion. Essayer de monter le niveau, ce que j'ai toujours cherché à faire. Moi, je ne le vois pas, ça. Par exemple, on vient de fermer le laboratoire des langues. Moi, j'estime que c'est une catastrophe. Ce laboratoire des langues fonctionnait très bien, c'est nous qui l'avons voulu, avec l'IUT que j'ai créé, et avec mes amis. Et le laboratoire de langue était opérationnel pour beaucoup d'entreprises locales, pour beaucoup de langues, le chinois, etc. Et pour ce que je pouvais juger, moi, en tout cas, pour l'anglais, c'était formidable. C'est-à-dire que c'était un appui pour les entreprises locales. Je prends cet exemple, mais je pourrais en prendre d'autres. Donc on a l'impression que c'est une espèce de train-train qui se fait. Et puis, bon, il y a des choix qu'on peut contester, comme par exemple le remplacement de l'ancien hôpital, ce qu'on veut y construire. Effectivement, je pense que il y a là quelque chose d'intéressant à faire. Je ne pense pas que les choix qui ont été opérés par la municipalité actuelle soient vraiment les bons. Nous avions, avec Michel Guérin, justement, qui était adjoint aux travaux, réfléchi sur un certain nombre d'options pour faire, par exemple, des logements de qualité. Vous savez, pour les cadres qui viennent et qui, au lieu d'aller à l'hôtel, ils ont un petit studio. Ben, ça se fait beaucoup maintenant dans les villes, il y a pas mal comme ça de passages. Pour faire un équipement culturel, faire des parkings, aménager les quais en même temps, enfin faire quelque chose qui soit utile, avec un caractère à la fois culturel, opérationnel, proche des entreprises, aidant la vie économique locale. Bon, alors c'est pas ce choix qui a été fait, personnellement je le regrette, il y a déjà beaucoup, avec l'école de gendarmerie qui a fermé, il y a beaucoup d'immeubles qui sont inutilisés aujourd'hui. Donc il faudrait essayer peut-être de faire une politique plus... Oui, enfin, il y a des choses qui sont faites. Le conservatoire, qui a quand même été une grosse... Le conservatoire, oui, c'est vrai. Une bonne réalisation, une belle réalisation aujourd'hui. L'ancien théâtre qui va être l'ancien théâtre, c'est nous qui l'avons sauvé, parce que c'est une vieille histoire, mais avant moi, la municipalité, toujours à Blain, puisqu'à travers les décennies d'une famille, d'une dynastie, le père il voulait détruire l'ancien théâtre. Tu te souviens? Catherine qui était adjointe à la culture. Bon, on l'a sauvé, l'ancien théâtre. Bon, c'est bien, je ne dis pas le contraire. On aurait vraisemblablement fait, c'était d'ailleurs prévu dans... Je vois d'ailleurs qu'il y a toujours cette espèce de contestation sur « nous avons fait ça ». Bon, mais tous ces travaux-là, toutes ces améliorations, si vous voulez, elles étaient toutes programmées ou commencées. Par exemple, à Ozon, hein, tout le quartier d'Ozon, tous les travaux qui sont faits aujourd'hui, ils étaient plus ou moins commencés. La zone
Monory, là, c'était quelque chose aussi qu'on faisait. On avait déjà d'ailleurs fait une autre zone industrielle. Donc c'est jamais que la continuation de ce que nous avons fait. Mais une politique municipale, c'est pas seulement de faire des aménagements en termes de bâtiments. C'est de mettre une politique en place pour élever le niveau, donner leur chance aux gens, en particulier aux jeunes, faire une politique à la fois sociale, culturelle, au sens très large du terme, qui donne à chacun sa chance. Donc voilà, ça, je ne pense pas que ça soit continué. Alors, une des causes de la façon dont Châtellerault vit aujourd'hui, c'est probablement la crise qui a eu lieu en 2008-2009, notamment qui a touché le secteur de l'automobile. Est-ce que vous pensez, vous, que, avec la connaissance que vous avez de la ville, que Châtellerault soit voué comme ça, par son tissu industriel, à vivre des grands coups de répercussions chaque fois qu'il y a une crise un peu économique? La première ville qui trinque dans la région, c'est Châtellerault. Voilà. Est-ce que c'est vraiment un problème, ou au contraire, est-ce que c'est une chance d'avoir un tissu industriel comme on a Ça a été, il y a quelques années, un grand débat. D'ailleurs, pas seulement au niveau de Châtellerault, au niveau national. Faut-il rester un pays industriel ou bien un pays de service? Alors ça, c'est un débat, si je me permets de vous dire, absurde. Parce que il n'y a pas de service sans industrie. Chaque emploi industriel génère un certain nombre d'emplois de service, et un emploi de service génère beaucoup moins d'autres emplois. Ça, c'est absolument imparable. Quand on a une tradition industrielle, c'est le cas de Châtellerault, et c'est le cas de la France en général, il faut conserver cette industrie, il faut tout faire pour la conserver. Alors bien sûr, il faut la moderniser, il faut la rendre, lui donner les atouts du progrès. Il faut former les gens pour des technologies qui sont nouvelles. Il faut surtout arrêter de dire aux jeunes que l'industrie, c'est pas bien, que c'est quelque chose de sale, on se met les mains dans le cambouis. L'industrie, aujourd'hui, c'est quelque chose de très intelligent, et vous avez des petites entreprises qui réussissent très bien, sur des secteurs très précis, et qui ont des succès. C'est ça qu'il faut encourager. C'est d'ailleurs ça qui est au cœur du projet de François Hollande, aujourd'hui. C'est pas d'abandonner l'industrie. Oui, mais moralité, dès qu'il y a un coup de semonce dans l'industrie nationale, Châtellerault est la première ville à trinquer son camion. C'est la raison pour laquelle il faut, au niveau national, donner une carte supplémentaire ou des cartes supplémentaires à la France, en s'occupant sérieusement de son tissu industriel. Parce que dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Dans d'autres pays, les industries, bien sûr, il peut y avoir des accidents de parcours, mais le secteur industriel se porte mieux, et par voie de conséquence, les sous-traitants aussi. Il faut aussi que les relations entre les donneurs d'ordre et les sous-traitants soient meilleures. Elles ne sont pas au maximum en France, elles ne sont pas les meilleures. Et les donneurs d'ordre ont très souvent tendance, je dirais, à profiter de leurs sous-traitants en matière de prix, en matière de délai de paiement. Moi, quand j'étais à Matignon, j'ai mis en place des dispositions sur le délai de paiement. C'est très important pour les entreprises de ne pas attendre indéfiniment d'être payées. Enfin, il y a tout un ensemble de choses. Et justement, hier, dans la conférence qu'a tenue Christian Piret, et il a bien mis en évidence, il a été aussi ministre de l'Industrie plus moi, mis en évidence qu'il fallait essayer de tout faire pour que les entreprises et celles qui sont les grandes entreprises, les donneurs d'ordre et les entreprises sous-traitantes aient des liens qui soient à la fois plus conviviaux, plus corrects, plus allant dans le sens de l'intérêt général, de la totalité. D'ailleurs, comme ça que dans d'autres pays, moi je ne vais pas citer encore une fois l'Allemagne, parce que Sarkozy fait ça pour 3 minutes, ça finit par, ça finit par vraiment être un peu irritant. Mais c'est vrai qu'en Allemagne, ils travaillent ensemble. Et il arrive, quand il y a une information, qu'on la donne à une autre entreprise, y compris quand elle est concurrente. Donc c'est un contexte, et je pense que Châtellerault, compte tenu qu'il y a un climat assez, une tradition de convivialité, je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait monter à Châtellerault, cette espèce de... Et je pense que d'ailleurs il faudrait s'en occuper, les liens entre les donneurs d'ordre et les entreprises qui sont à la périphérie. Alors on me dirait, le donneur d'ordre, la direction est à Paris, bon et alors, c'est à 1h30 de train, donc c'est pas une affaire. Donc on devrait pouvoir monter quelque chose pour écouter les besoins des uns et des autres et essayer de les aider à l'exportation. La région, bien sûr, est capable d'apporter des aides, et pas seulement en matière d'argent, mais ouvrir les portes, enfin moi je l'ai fait 100 fois pour des entreprises, et avec succès. Donc voilà, il faudrait s'occuper davantage de nos entreprises, de leurs relations avec les donneurs d'ordre, de leur possibilité d'aller à l'export,
des liens qu'on peut avoir, si vous voulez, quand on fait des jumelages, c'est pas seulement de faire des dîners, des banquets, de boire un coup, tout ça. C'est vraiment essayer d'ajuster ce qu'on a à donner, ce qu'on a à faire avec ce que les autres ont à faire. Pour ça, ça demande effectivement d'essayer de comprendre et d'aller au-delà de la gestion uniquement, je fais de l'urbanisme, ce genre de choses. Alors, si tu me permets de parenthèse, Laurent, quand on parle d'industrie, quand on dit mémoire française, on a le sentiment qu'il y a 20 ans, quand vous étiez Premier ministre, vous vous sentiez seul pour défendre les emplois industriels, y compris dans votre majorité. Oui, oui, j'ai Deux questions. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est votre ancrage local qui vous a éveillé à ça? Vous avez raison. Est-ce que vous avez aussi le sentiment d'avoir raison 20 ans avant raison, puisque maintenant c'est un des thèmes principaux? Tout ce que je sais, quand je suis allée à l'université d'été de La Rochelle, plusieurs sont venus vers moi en me disant c'est toi qui avais raison. Alors, je ne dis pas que ça m'a fait vraiment plaisir, parce que je me suis dit on aurait peut-être dû mettre le paquet avant. C'est vrai que dans d'autres pays, quand je dis que le système est plus convivial, c'est aussi parce que les ouvriers sont au conseil d'administration, parce que moi j'ai toujours souhaité, si on va le faire, mais on y vient, on va dans ce sens-là aujourd'hui. Oui, on va dans ce sens-là. Mais au conseil d'administration d'une entreprise en Allemagne, vous avez une majorité, c'est-à-dire la moitié plus 1 pour celui qui détient le capital, le patron, et l'autre moitié moins 1 pour les salariés. Mais comme ça, les salariés sont prévenus à l'avance des projets, de pourquoi on investit dans tel pays, pourquoi on voit telle personne. J'ai essayé de le faire ici. Je me souviens, c'était dans une entreprise qui travaillait pour l'aéronautique, et je m'étais aperçue que les ouvrières, elles travaillaient toute la journée, elles ne savaient pas pourquoi. C'est quand même un peu démoralisant, c'est-à-dire qu'on fait des gestes toute la journée, mais on ne sait pas à quoi ça sert. Donc j'avais demandé qu'on leur montre, avec des panneaux, enfin des explications, que ce qu'elle faisait allait être dans telle partie d'un avion qui lui-même allait être exporté au Brésil. Voyez. Donc on a là le sentiment qu'on sait pourquoi on travaille. Je trouve qu'il n'y a pas de raison que dans une entreprise, seuls les cadres sachent que tels travaux qui sont en train de se faire, c'est pour telle commande, ou un tel a décroché le marché dans telle et telle circonstance qui sont quelquefois amusantes à raconter, enfin intéressantes en tout cas. On dit, voilà, j'ai décroché le marché en faisant ça et ça, en proposant le truc en plus, qui fait que vous accrochez le client, parce que par rapport aux concurrents, il faut apporter quelque chose en plus, qui n'est pas forcément une baisse du prix, qui peut être juste un je vais vous former vos cadres pendant 10 ans, hein, des choses comme ça, du soft. Hein. Et donc, cette légende, si vous voulez, de l'entreprise, il faut pouvoir la faire vivre, y compris par les ouvriers. Il faut et ça les intéresse. Et je m'étais aperçue, puisqu'on l'avait fait en grandeur nature, que les femmes qui travaillaient dans cette entreprise étaient très intéressées par ça. Voilà. Alors, un des chevaux de bataille aujourd'hui de Jean-Pierre Ablin, et de Ségolène Royal aussi d'ailleurs, c'est de miser pour Châtellerault sur l'industrie verte. Oui. Vous y croyez, vous, à ça? Oui, moi je crois beaucoup à l'industrie verte. Alors bien sûr, c'est comme toujours les modes, vous savez, de penser, on en fait ce qu'on veut, on les interprète comme on veut. Je crois que quand on dit industrie verte, ça passe par beaucoup de phases qui peuvent être différentes. Par exemple, dans le bâtiment, quand on va construire, la meilleure des énergies, c'est celle qu'on ne dépense pas. Hein. C'est-à-dire, déjà isoler, faire en sorte qu'il y ait moins besoin d'énergie, de chauffage, etc. Bon. Ça, c'est déjà un premier point, très important. Et dans les métiers du bâtiment, il y a beaucoup de perspectives, il y a beaucoup de possibilités. Et en France, il y a beaucoup de créativité qu'on peut introduire dans ce secteur. Après, il y a effectivement le solaire. Alors là, je voudrais attirer votre attention sur un fait qui a quand même été désastreux pour la France, c'est qu'il y a eu des décisions qui ont été prises par le gouvernement et qui donnaient, je ne peux pas juger si c'était trop favorable ou pas, mais en tout cas c'était très favorable pour ceux qui mettaient du solaire, puisqu'ils vendaient leur électricité EDF à un tarif qui était quand même assez élevé. Et donc, moi j'ai visité des usines, là en ce moment, il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, qui avaient investi dans les panneaux solaires, et puis tout d'un coup, il n'y a plus de marché, puisque c'est plus intéressant de vendre son énergie. Alors ça, c'est une erreur majeure en politique industrielle. De dire aux gens, de les inciter dans une politique nationale, on va mettre le paquet, parce que c'est l'avenir, on vous redit ça tous les jours, sur tous les temps, et puis tout d'un coup, voilà, c'est fini. Donc les gens qui ont investi, ils sont dans une situation très difficile. Selon vous, pourquoi le gouvernement a fait ça, justement? Est-ce que ce n'est pas pour couper l'herbe sous le pied des régions de gauche qui étaient toutes parties dans ce peut-être, vous prêtez quand même, enfin, je vous laisse libre de votre
Non, je ne crois pas. Je ne Alors, crois pas. pourquoi? Non. Qu'est-ce qui l'a poussé? Est-ce que c'est un autre lobby? Je pense qu'il y a du lobbying, il y a eu le lobbying notamment d'EDF, D'accord. qui ne voulait pas payer. Bon, alors il aurait fallu s'en apercevoir avant, il aurait fallu discuter avant avec eux, et enfin prendre une décision. Et ça, je crois que ce gouvernement, il est coutumier du fait qu'il prend des décisions sans concertation préalable. C'est comme l'histoire qui vient de sortir de Sarkozy sur la TVA sociale. Bon, tout peut se discuter, mais il faut en tout cas prendre son temps pour discuter. Il n'y a rien de pire que d'induire les gens, surtout dans un secteur aussi sensible, aussi nouveau, hein, et qui présente des perspectives, quand on voit ce que font nos voisins. Et puis tout d'un coup, flop, on les laisse tomber. Ça, c'est un vrai désastre. Un désastre politique industriel du gouvernement. Alors, vous disiez tout à l'heure que on voit encore régulièrement à Châtellerault, c'est vrai, on peut en témoigner. Qu'est-ce qui vous attache encore à cette ville-là, puisque vous n'êtes plus élu? Voilà. Bon. Ben, moi, je suis très attachée à Châtellerault parce que j'ai beaucoup appris à Châtellerault. Quand j'ai été envoyée ici, c'était dans des circonstances que chacun connaît. Il y avait une élection partielle, on m'avait dit voilà, c'est juste 15 jours, 3 semaines, hein, c'est tout. Bon, c'est comme ça que j'ai réussi à convaincre mon mari qu'il fallait que j'y aille, c'était pas trop court. Et c'était imprenable. Hein. C'était M. Ablin, père, qui était ministre et maire. Et la première fois, je l'ai battu sur sa ville de 60 voix. J'ai fait 60 voix de plus sur la ville de Châtellerault. Évidemment, là-bas, mais son suppléant, qui était un marchand de porc du Loudunais, qui était mort. C'est pour ça qu'il y avait une élection partielle. Donc, j'ai découvert, en découvrant Loudun, je crois qu'on ne peut pas trouver mieux pour découvrir. Bon, je ne vais pas épiloguer trop. Mais, Quand on les Loudunais. on les adore. Ça sera en off. Bon, en tout cas, j'ai découvert vraiment un monde que j'ignorais absolument. Alors, Châtellerault, par contre, je ne connaissais pas, mais ça m'a beaucoup intéressé parce que Châtellerault, il y a une histoire d'abord. Hein. Une histoire qui concentre beaucoup de choses. Le côté protestant, le côté frondeur, le côté contre le pouvoir central, bon, ça c'est bien. La tradition industrielle, le travail bien fait, la qualité, enfin tout ce qui est d'ailleurs fait partie toujours de nos atouts. Hein. Plus ce côté généreux, courageux. Alors, je me suis fait raconter tout ça. L'histoire de Châtellerault dans la guerre, la résistance, comment ils ont été ici, l'endroit où il y a eu le plus de résistance de toute la région, Poitou-Charentes, et ça s'explique. Donc ça m'a beaucoup intéressée. Après, j'ai vu que les gens, ils avaient envie d'apprendre. Et donc, je me souviens qu'à ce moment-là, on avait des séances de cinéma, vous savez, avec des explorateurs qui venaient expliquer comment ça s'appelait, Connaissance du monde. Connaissance du monde. Alors, je suis allée, moi, à Connaissance du monde. Et je voyais les gens, ils voulaient apprendre, et l'explorateur venait, il expliquait ce qui se passait dans l'Himalaya, tout ça. Donc, les gens avaient le désir d'apprendre. Et comme j'avais été dans une vie antérieure professeur dans des établissements techniques en Bretagne, j'avais fait une thèse de doctorat sur la population rurale bretonne, j'ai vu beaucoup de traits communs. Il y a toute une population qui est intelligente, mais qui pour diverses raisons n'a pas pu accéder à autant de connaissances que les autres, et donc ils ont envie. Alors, cette envie-là, c'est un moteur formidable pour eux et pour leurs enfants, pour pouvoir progresser. Donc on a essayé, avec mes adjoints, Catherine en particulier, hein, on a mis le paquet sur ce secteur, c'est-à-dire élever le niveau. Hein, c'est pour ça qu'on a fait l'UT, voilà, le laboratoire de langue, c'est pour ça que je trouve que c'est un désastre de l'avoir abandonné. On a essayé de faire en sorte, on faisait des séances de théâtre, tu te souviens? Les BTS aussi. Oui, les BTS aussi. Le théâtre, moi je me souviens, j'avais été impressionnée, on faisait des séances de théâtre gratuites pour les jeunes, et les parents n'envoyaient pas leurs enfants. Quand je leur disais pourquoi vous n'envoyez pas vos enfants, ils répondaient parce que c'est même pas pour nous. C'est quand même extraordinaire, alors ça coûtait rien. Mais donc c'est ça qu'il faut casser. Donc on s'est attaché beaucoup à ça. Alors bien sûr, vous avez aussi l'urbanisme, tout ça, mais ça, c'est beaucoup mon premier adjoint, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui s'en occupait, parce que moi je suis... mais ce qui comptait, c'est de lever le niveau et de dire rien n'est impossible. Je me souviens, on leur disait,
et qu'une chose qu'on ne peut pas faire, c'est d'amener la mer à Châtellerault. Tout le reste, on peut le faire. Et je pense que c'est ça que les gens attendent, à juste titre, de leurs élus. Alors dans ce sens-là, on peut dire que Châtellerault vous doit, mais est-ce que vous avez l'impression de devoir quelque chose à Châtellerault, puisque votre carrière est partie là, je crois. C'est ce que je vous dis, c'est pas seulement en termes de carrière, c'est en termes d'avoir compris la France. Moi j'habitais Paris, je connaissais mal, bien sûr, j'habitais dans une région, mais vivre à l'intérieur, c'est tout à fait autre chose que de traverser, d'avoir des amis, de discuter, ou même dans ma carrière politique antérieure, j'avais fait beaucoup de réunions publiques dans diverses régions avant 81, il faut quand même savoir comment on travaillait. On descendait chez les militants, on dormait sur le canapé du salon, on faisait une réunion le soir, on repartait le lendemain par le premier train, enfin je veux dire, on faisait ça tout le temps. Mais c'est pas comme ça que vous comprenez vraiment de l'intérieur. Il faut vraiment vivre dedans et puis écouter, apprendre. Moi, j'ai beaucoup appris à Châtellerault et je suis très reconnaissante. Alors vraiment, je veux dire que Châtellerault m'a beaucoup plus encore apporté que je n'ai apporté. J'ai ce sentiment-là. C'est plus que moi maintenant. J'ai un peu divisé le travail. Voilà. Ah oui. Vous avez été député de la 4e circonscription, qui va être laissée ouverte. Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous pensez de la volonté de Christian Michaud de malgré tout se présenter sur cette circonscription? Alors, il y a un accord national, on a laissé 64 circonscriptions ouvertes. Bien. Là-dessus, les Verts ont désigné le candidat. C'est certainement tout à fait bien. Christian Michaud est un homme de grande expérience, il est maire, conseiller général, une carrière déjà assez longue derrière lui, il a très bon contact, il comprend les choses, et voilà, il va se présenter, il s'est mis en congé du Parti Socialiste, c'est son choix. Ça vous fait mal au cœur que le PS ait laissé la circonscription qui était la vôtre au vert? C'est pas parce que c'était la mienne, non. Ça a été la vôtre. Oui, enfin ça a été la mienne, c'était celle d'autre aussi. Mais voilà, je ne juge pas, c'est un accord qui a été, à mon avis, passé bien avant que... On ne vous sent pas enthousiaste quand même, hein, Ceci dit, en Poitou-Charentes, c'était quasiment la seule que le PS pouvait laisser ouverte. Ben, c'est ce qu'on nous a dit, c'est ça, c'est ce qu'on nous a expliqué. On sait ce qu'on nous a expliqué, c'était la seule. Bon. C'était aussi une de celles que Ségolène Royal pouvait briller, donc ah oui, voilà. Tout à fait. C'est ce que j'ai pensé aussi. Vous pensez d'un extrême Ça vous quasiment. aurait plu qu'elle se présente là? Enfin, vous auriez trouvé ça... Ah ben j'aurais beaucoup aimé qu'elle se présente. Ça aurait eu un peu plus de panache que d'aller à La Rochelle? Ah, je ne sais pas, je ne juge pas La Rochelle, je ne juge pas. Mais par contre, bien sûr... Je ne sens pas enthousiaste non plus sur La Rochelle. Ah oui, je ne sais pas. Oui, j'entends dire toutes sortes de choses sur La Rochelle. Mais je pense que si Ségolène Royal s'était présentée ici, c'est vrai, ça aurait été une grande campagne. Oui. C'est quelque chose de formidable. Vous avez été aussi Premier ministre. Vous voyez la fonction évoluer depuis 4 ans, ou avec ce qu'on appelle un hyper-président, avec une fonction amoindrie. Qu'est-ce que vous pensez de cette évolution? Est-ce que vous pensez que ça tient simplement à l'homme, notamment au président de la République actuelle, ou est-ce que c'est un changement qui risque d'être durable? Non, je pense qu'on n'a jamais eu un couple président-premier ministre comme celui que nous avons aujourd'hui. Dans l'esprit de la Constitution, le président préside, il s'occupe de la politique internationale, des grandes orientations, des grands choix pour le pays, et le Premier ministre gouverne. Ce qui fait que quand il y a des mesures à prendre qui peuvent être en partie impopulaires ou mal comprises, c'est évidemment le Premier ministre qui est là pour servir de fusible. Or aujourd'hui, pour n'avoir pas adopté ce fonctionnement, Nicolas Sarkozy s'est mis en première ligne pour tout, et il est évident que la conséquence, c'est que l'impopularité dont il souffre vient en partie de là. Pas seulement, elle vient aussi de son comportement pendant la première partie, les premiers mois ou années de son mandat qui ont été absurdes. Mais même si depuis il s'est ressaisi, l'histoire du couple président-premier ministre, elle n'est pas ce qu'il fait, la façon dont il gère ce tandem,
en ce qui le concerne, n'est pas conforme à la Constitution. Alors évidemment, pour le Premier ministre, c'est très bien, parce qu'il est protégé, il ne prend pas les coups. Et, on a l'impression d'un Premier ministre potiche un peu quand même. non, c'est pas une petite figure, c'est quelqu'un qui a un caractère qui est plutôt bon. Hein. Mais En ce qui concerne la fonction, je voulais dire. Oui, en ce qui concerne la fonction, c'est-à-dire que c'est à cause du comportement du président qu'il y a ça. D'un autre côté, Fillon est protégé, c'est-à-dire que on n'attaque pas Fillon. Hein. C'est pas lui qui prend les décisions. Toutes les décisions, naturellement, sont toujours interprétées d'une façon qui n'est pas toujours favorable, ou des décisions absurdes, comme ça arrive aussi. C'est naturellement pour le président. C'est un peu comme dans un système de cohabitation. Hein. Dans la cohabitation, le président, il est toujours très... Il fait ce qu'il a à faire, et le Premier ministre dit c'est de la faute du président. Donc si ça ne marche pas, ou si c'est contestable, c'est pas moi, c'est le président. Donc la cohabitation est un système qui est très bon pour le Premier ministre, mais qui est très mauvais pour le pays. Hein. Parce qu'on ne sait pas d'où vient la décision, et il y a une certaine confusion. Et on est un petit peu dans un système comme ça aujourd'hui. Donc le président est chargé de tous les défauts du système, et de ce qu'il met en place, puis surtout de sa façon dont il le fait. C'est plus, je crois, un problème de méthode, plutôt que sur le fond. Alors sur le fond, il y a eu des choses très contestables. Tout ce qu'il a fait au début du mandat, en ce sens qu'il a le bouclier fiscal, toutes ces choses-là, qui sont extrêmement contestables, et qui sont contraires à l'intérêt général du pays. Bon, on a eu l'impression qu'il s'installait, il avait pris un peu une sorte de vertige devant la fonction. Or, les Français sont très attachés à ce que la fonction de président soit assurée par quelqu'un qui a il y a une certaine solennité dans la fonction. Il y a un côté presque sacré, qui doit probablement être hérité de la tradition de la monarchie. Mais donc, à tort ou à raison, les Français sont attachés à la sacralité de la fonction de président. Et ça, il a complètement effacé par un comportement inadéquat, si on peut se dire. Et les Français lui en veulent beaucoup de ça. Enfin, ça protège le président, vous auriez peut-être aimé, vous. Ça protège le Premier ministre, vous auriez peut-être aimé, vous. Oui. Un petit peu protégé à l'époque. C'est certain. Non, mais égoïstement, pour le Premier ministre, c'est excellent. La cohabitation ou un système comme ça, qui ressemble beaucoup à la cohabitation, est quelque chose qui est très protecteur pour le Premier ministre, qui, pendant ce temps-là, fait son boulot tranquillement sans être attaqué de toutes parts. Voilà. Quel est votre rôle actuel dans les instances du PS national? Est-ce que vous avez une implication encore à ce niveau-là? Moi, je fais partie des groupes de travail qui réfléchissent sur justement la politique économique et industrielle, beaucoup avec Michel Destot, qui est maire de Grenoble, et qui est extrêmement très bon dans ce domaine-là. C'est quand même une des régions peut-être la plus industrielle et la plus intelligente en France. Et donc, oui, on travaille régulièrement. La campagne va se préparer, on vous a vu au premier rang du meeting du Bourget. Oui. Voilà. Donc on a l'impression que vous allez être actif dans cette campagne. Qu'est-ce que vous pensez de François Hollande? Est-ce que vous pensez que c'est le meilleur candidat? Et son projet qu'il vient de présenter, quel œil vous portez? Je pense, que c'était le meilleur candidat. Je pense, qu'il a eu le temps de se préparer. Il s'est beaucoup préparé, sans beaucoup le montrer. Enfin, il s'est beaucoup préparé depuis longtemps, car il a déclaré sa candidature, souvenez-vous, alors que Strauss-Kahn était encore à planer dans les sondages. Hein. Donc il fallait un certain courage pour le faire. Donc, parce que personne ne donnait cher à ce moment-là l'hypothèse de Hollande. Tout le monde disait si c'est Strauss-Kahn, aucun problème, il passe. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de volonté et beaucoup de détermination et qui est capable de mûrir un projet discrètement, en réfléchissant, en s'informant, s'entourant de conseils. Enfin, c'est tout le contraire de Sarkozy.
rien n'est fait dans la précipitation, l'improvisation, voilà, je vais faire ça, et puis le lendemain je fais le contraire. C'est l'histoire de l'électricité dont on parlait tout à l'heure, ou n'importe quoi, dans n'importe quel domaine. Hein. On saute d'un sujet à l'autre. Donc lui, c'est là, au contraire, le côté très raisonné, très réfléchi, très maturé, et la concertation avec les meilleurs dans le secteur. Donc je pense que la façon d'ailleurs dont se sont déroulées les primaires a été exemplaire. Le Parti socialiste a donné une très belle image d'organisation, de détermination, Vous y avez pris part en primaire? Oui, j'ai voté, vous voulez dire. Oui, je suis venue je ici. suppose, mais est-ce que vous avez fait un peu plus que voter? Non. On peut savoir pour qui vous avez voté? J'ai voté pour Hollande. D'accord. Donc c'était votre camp. À défaut de Dominique Strauss-Kahn ou... Ah oui, j'aurais voté Strauss-Kahn. C'est moi qui fais entrer Strauss-Kahn au gouvernement. Quand j'ai été établi Premier ministre, je voulais le mettre à Bercy. Donc il avait largement l'envergure, et puis j'ai pas pu parce que le président voulait garder bien de voir. Bon, donc je l'ai mis à l'industrie. Enfin, je lui ai proposé l'industrie qu'il a pris, mais Strauss-Kahn, oui. Je n'ai fait entrer que 2 ministres, Strauss-Kahn et Martineau. Non, justement, je n'étais pas tellement trompée. Vous êtes venu voter ici aux primaires, donc vous êtes toujours inscrit sur les listes électorales au Châtellerault. Oui, absolument. Oui, je tiens à voter ici. À participer aux campagnes pour se dérouler. Baptiste. J'en profite, vous viendrez soutenir la candidate des Verts soutenue par le PS. On va voir comment ça s'organise, je ne sais pas comment mes camarades. Moi je fais comme voilà, avec les autres. Si on vous sollicite, vous viendrez. On va voir comment ça se passe. Vous soutiendrez Mme Massonneau, éventuellement législative ici. Nous allons voir comment les choses s'organisent. Pour l'instant, je ne sais pas comment ça va s'organiser. On n'en est pas encore là, on est au présidentiel tout de suite. Oui, oui. Ça vient rapide aussi. Alors justement, les présidentielles, vous la sentez bien cette campagne? Vous pensez que, comme beaucoup, que ça y est, c'est gagné? Ah non, une campagne n'est jamais gagnée. Alors là, j'insiste 10 000 fois, je sais bien que c'est une formule courante de dire que c'est jamais gagné à l'avance, mais enfin, je le répète puisque vous me posez la question. Mais c'est vrai qu'une campagne n'est jamais gagnée, il faut être très attentif, il faut... surtout dans une période qui est quand même de beaucoup d'intégration. Enfin, est-ce que vous vous rendez compte que nous avons perdu notre industrie aujourd'hui au point que nous sommes derrière les Anglais? Contrairement à ce qu'a dit Sarkozy à la télé l'autre jour, il a dit que les Anglais étaient derrière nous, c'est pas vrai. Les Anglais ils ont la finance, alors tout le monde dit ils ont la finance, donc ils ont perdu leur industrie. Non, ils ont perdu une partie de leur industrie, c'est vrai, mais ils sont devant nous. Nous sommes derrière les Anglais. Parlons pas des autres. Hein. Donc, c'est une catastrophe. Et la question, c'était comment vous ressentiez les présidentielles, comment vous aviez l'impression que ça... J'ai l'impression, moi, que les Français ont besoin de quelqu'un, d'abord, qui assume la fonction d'une façon, disons, plus, je ne veux pas dire plus traditionnelle, mais enfin plus conforme à l'esprit de la Constitution. De quelqu'un qui soit... je me souviens qu'au début, François Hollande disait qu'il était normal, entre guillemets, c'était par contraste, probablement, avec M. Sarkozy. Mais ils ont besoin de quelqu'un qui le comprenne, qui incarne le pays. Vous savez, aucun de nos présidents n'a été un élu, tous nos présidents avaient un lien avec une région ou un ancrage local. Hein, tous. Mitterrand, Pompidou, naturellement, les présidents de la République, Chirac. Donc, un ancrage local profond. Hein. Et donc, parce que quelquefois on rigole en parlant de la France des terroirs, enfin, parmi les gens bêtement. Mais c'est extrêmement important de représenter la France dans ce qu'elle a de profond, dans sa tradition, son histoire. Ça n'empêche pas d'être moderne, ça n'empêche pas de se projeter dans l'avenir et de dire, voilà, il faut aller dans les technologies de pointe, l'innovation, il ne faut pas se faire dévorer par les Chinois. Hein. Bon, mais il faut être porteur de quelque chose. Et c'est, je pense, un des éléments psychologiques, vous me direz, c'est pas de sa faute, mais
C'est l'un des éléments qui manque à Nicolas Sarkozy. Et avec Hollande, on a l'impression, les Français ont l'impression qu'ils reviennent à la norme, à la normalité. Je pense que c'est un des éléments importants. Ce sera un atout pour lui. Ah oui, incontestablement un atout, surtout que c'est par contraste. C'est pas quelque chose qui débarque comme ça, c'est par contraste avec ce qu'on a vécu. Donc, Sarkozy n'a pas eu son Châtellerault. Comment? Sarkozy n'a pas eu son Non, Châtellerault. non, bah non. lui, quand même. Voilà, c'est. Non, Neuilly, c'est pas Châtellerault. C'est sûr. Comment vous jugez son action, son quinquennat, son action, Nicolas Sarkozy, comment vous la jugez? Sarkozy a fait des choses qui sont certainement profitables à la France. Il a fait un certain nombre de réformes. Je pense que la réforme des universités plutôt a été bien menée par la ministre très compétente qui s'est occupée de ça. Enfin, je ne sais pas si je dis des choses qu'il ne faut pas, non, sur l'université. Non, Valérie Pécresse a bien travaillé, mais elle a bien Là, travaillé. vous ne mouillez pas trop, tout le monde est d'accord. Parce que je suis pas toujours, on n'est pas toujours d'accord. Ça vous Mais vous avez le droit de ne pas être d'accord, Madame Oui, Cresson. oui, je sais. Enfin, moi, je trouve que Valérie Ça vous est Pécresse- arrivé souvent. Oui, Faut ça être m'est arrivé d'accord. souvent, ben oui, c'est ça, mais comme vous disiez tout à l'heure, quelquefois on est en avance. Bon. Donc je pense qu'elle a bien travaillé, parce qu'il est quand même temps que l'université, la recherche, travaille davantage au plus près avec le tissu industriel. Alors je sais que ça déplaît à certains, mais je pense que dans les pays qui réussissent, moi j'ai beaucoup étudié le cas d'Israël. En Israël, il y a des incubateurs, où l'université du Technion ou de Weizmann, les professeurs ont des liens avec les entreprises et les entreprises viennent dans l'université et on discute sur les projets, ça n'empêche pas de faire de la recherche fondamentale. D'ailleurs, j'en profite pour dire que quand j'étais à la commission industrielle, j'ai fait entrer Israël dans la recherche européenne. C'est-à-dire que n'étant pas membre de l'Union européenne, il y a des programmes de recherche qui sont financés par l'Europe et où il y a des chercheurs des différents pays qui sont sur des projets. Et Israël n'était pas... J'ai demandé qu'ils en fassent partie. Ils ont payé leur écho pour pouvoir entrer. Ils ont touché leur mise plusieurs fois depuis, parce que comme ils sont très bons, ils sont retenus dans les appels d'offres, conjointement avec d'autres, puisqu'il faut être plusieurs. Mais il n'y avait que les Américains qui étaient autour des incubateurs et qui puisaient tout ça comme un puits de pétrole. Donc moi, ça m'a énervé. Et je me suis dit, bon, il faut les faire venir chez nous. Et voilà, donc j'ai vu comment on peut faire des choses intelligentes. Ça n'empêche pas qu'il y ait des chercheurs qui ont des prix Nobel et qui ont fait de la recherche fondamentale. Là, dans quelques jours, je dois aller à la conférence du dernier prix Nobel du Technion, prix Nobel de chimie, qui a trouvé une thèse sur ce qu'on appelle les quasi-cristaux, vous ne me demandez pas ce que c'est. Et tout le monde était contre, et aujourd'hui tout le monde trouve que c'est bien. Je veux dire, vous pouvez faire une recherche très profonde et en même temps travailler avec le tissu industriel. Ce n'est pas du tout antinomique. Donc Sarkozy a réussi la réforme des universités, il a mais encore. Non, mais pas à ce point-là, pas comme je vous dis là. Il a fait progresser. On n'est pas encore à ce que je vous raconte avec Israël, et qui d'ailleurs se passe aux États-Unis. Vous savez qu'aux États-Unis, qu'est-ce qu'on disait hier soir dans la Silicon Valley, il y a 20 000 chercheurs français. Oui, c'est fou. C'est fou, hein? Pourquoi ils partent aux États-Unis, à votre avis? Sinon parce que ils vont pouvoir donner libre cours à leur capacité d'invention. Il vaudrait mieux les garder chez nous. Hein. Quand je vois le professeur Montagnier, qui ici, il est de Châtellerault, Montagnier, je l'ai encore vu l'autre jour à Paris, parce qu'il était décoré pour Sarkozy. Alors on lui dit, vous êtes trop âgé, parce qu'il est à l'âge de la retraite, donc il découvre le virus du sida, il s'en rien, hop, on l'arme, il s'en va aux États-Unis, on lui met des laboratoires, du personnel, tous les moyens, et voilà, il a continué. Avec, par exemple, le dernier décret sur les étudiants étrangers, est-ce qu'on pourrait avoir autant d'étudiants étrangers qu'il y a de Français dans la Silicon Valley? C'est de l'absurdité, ça. C'est la seule réforme qui trouve grâce à vos yeux, la réforme des universités chez Sarkozy. Il fallait réformer la retraite. Sûr. Alors, qu'il s'y soit bien pris, c'est autre chose, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de concertation. Enfin, c'est sûr qu'il fallait une réforme de la retraite. On lui donne des points aussi sur sa politique étrangère, quand même. Et alors, dans la crise, c'est exact, il n'a pas été mauvais dans les négociations sur la crise financière. C'est vrai. Non, mais tout n'est pas mauvais. Loin de moi
l'idée de dire que tout est mauvais. Simplement, on est arrivé aujourd'hui à un tel degré. D'abord, que ce soit juste ou pas, il y a un rejet de Sarkozy à cause de son comportement, de sa méthode, de sa façon d'être. Bon. Il y a aussi, je pense que ce pays a besoin de savoir où on en est, c'est-à-dire le sautillement permanent, une chose et son contraire, des décisions prises à la hâte, là on est dans les 3 derniers mois, et bien de décider un certain nombre de choses qu'il aurait pu les décider avant. Je ne suis pas contre tout ce qu'il dit, pas du tout. C'est une question beaucoup de méthode. Donc s'il pensait que ces réformes étaient utiles pour notre compétitivité, il aurait pu le faire depuis longtemps. Ou laisser faire le Premier ministre. Parce que c'est plutôt du niveau du Premier ministre, tout ça. On reste dans la présidentielle, on va changer de parti. Le Front National, vous l'avez toujours combattu ici, il n'était pas très élevé, il ne faisait pas des très bons scores à l'époque. Aux dernières cantonales, il a fait un très bon score ici à Châtellerault. Marine Le Pen a annoncé des scores supérieurs à ceux de son père en 2002. Vous en pensez quoi? Vous analysez comment ce phénomène attirant vers le Front National? Il y a plusieurs facteurs qui jouent. Il y a d'abord un degré de désespoir d'une partie de la population, notamment dans la population ouvrière, qui se sent larguée. Hein. Donc, quand on dit que 40% de la population ouvrière vote pour le Front National, dit qu'elle va voter pour le Front National, il y a de quoi quand même s'interroger. Quand même, on est complètement dans une situation dramatique. Marine Le Pen, bien sûr, elle est... Il y a de quoi s'interroger, surtout quand on est socialiste, puisque c'était quand même un électorat qui devait être... Bien sûr. Oui, qui était souvent communiste et qui est passé directement au Front National. Mais je pense que Marine Le Pen, évidemment, elle présente mieux que son père, elle ne dit pas les horreurs de son père, elle a juste éliminé le salut nazi des manifestations de Jeanne d'Arc. Hein. C'est évidemment, elle a fait un peu de ménage. Quoi. Bon, mais cela dit, sur le fond, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que les gens qui, peut-être parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire suffisamment, l'extrême droite existe en France depuis toujours. Il y a une histoire de l'extrême droite. Et donc on ferait bien de s'en souvenir avant de se dire je vote pour le Front National pour protester parce que j'en ai assez, parce que voilà, personne ne me satisfait. C'est beaucoup un mouvement, j'ai plus confiance dans la classe politique, normale si on veut, et donc je vote pour le Front National. Ça c'est quelque chose qui est dramatique. Et donc il appartiendra au futur président de la République, François Hollande, effectivement, de réexpliquer à cet électorat qu'il n'est pas abandonné, que bien sûr on s'en occupe sérieusement autrement qu'en allant serrer les mains des ouvriers à l'usine ferme, hein, parce que tout le monde fait ça, mais c'est pas ça. Mais c'est avant qu'il faut aller contre. Et bien sûr. Donc qu'est-ce que François Hollande doit dire à ces ouvriers, à ces gens qui sont tentés par le vote Le Pen? Eh bien il faut qu'ils disent que nous avons une ferme volonté, c'est de réindustrialiser la France. Alors réindustrialiser, ça ne veut pas dire revenir vers les usines d'avant, avec tout ce que ça comportait, mais miser sur l'innovation, sur l'avenir, pour ça, former en conséquence les gens, faire probablement des pôles d'excellence. Il y a eu une proposition de la Commission de Bruxelles qui était assez intéressante du président Barroso, de faire 5 grands pôles en Europe, 5 grands pôles d'excellence, bon, manifestement, donc il y en a un en France, pour ne pas s'éparpiller. Là, on a fait des pôles de compétitivité, on a fait 70, c'est beaucoup trop. Bon, surtout qu'avec peu d'argent à répartir, c'est pas opérationnel. Il faudrait beaucoup plus concentrer et se dire, bon, nous avons des grandes capacités dans tel et tel secteur, des batteurs. C'est un guerrier qui est capable de se battre. Hollande sera au niveau? Ah oui, largement. Même en tant que candidat? Ben oui, il commencera par être candidat, évidemment. Donc il y aura de toute non, mais en tant que candidat, est-ce qu'il sera au niveau de Sarkozy? Moi, je pense que de ce que je connais de Hollande me permet de penser qu'il sera largement au niveau de Sarkozy. On dit qu'il est passé un peu d'un statut, un peu de la mollesse à de l'arrogance ces derniers temps. Non, c'est pas Hollande qui dit, c'est Sarkozy qui dit qu'il est arrogant. Je ne sais pas où il a trouvé l'arrogance chez Hollande. Suite au dernier débat, notamment face à M. Juppé, je pense. J'ai pas trouvé que... Non, il répondait. D'accord. Si répondre du tac au tac et renvoyer les arguments, c'est une confrontation. Si c'est ça être arrogant,
c'est se targuer d'une supériorité qui n'est fondée sur rien pour dire je suis important et vous ne l'êtes pas. Il n'a pas du tout eu cette attitude-là, François Hollande avec Juppé. Non, c'était un vrai débat. D'ailleurs, les deux ont été bons. Je trouve que c'est un débat assez équilibré. Pourquoi d'après vous, on a dit qu'il avait une certaine mollesse, enfin qu'il y a eu ce genre de critiques? Il y a eu des critiques, effectivement. C'est dû à quoi d'après vous Je ne sais pas, mais ces critiques sont venues, d'ailleurs, beaucoup étaient internes au Parti socialiste. Oui. Moi, je n'ai jamais trouvé ça ni mou, ni d'ailleurs ni arrogant, ni rien de ce genre. Tout ça est d'ailleurs assez contradictoire, vous remarquerez. Parce que quand on est mou, on n'est pas arrogant. Donc quand on ne sait pas très bien par quelle manière attaquer quelqu'un, on trouve des arguments qui sont des arguments un peu factices. Mais on voit bien du fait de la contradiction qu'il y a entre ces épithètes que ça ne correspond pas. Est-ce que ça veut dire qu'il est inattaquable, qu'on ne peut pas lui trouver des défauts? Sûrement il y en a comme tout le monde. Mais en tout cas, je trouve tout ça extrêmement superficiel. Ce sont des attaques qui ne sont pas fondées. Pas plus la mollesse. Parce que c'est vrai, parce que c'est quelqu'un de, comment dire, qui dans l'attitude qu'il avait antérieurement, mais encore maintenant, est relativement, et assez aimable, mais pas quelqu'un qui agresse inutilement. Alors dans le milieu politique, qui est un milieu assez de confrontation, on s'agresse assez volontiers, y compris quand il n'y a pas lieu, effectivement, il n'était pas de cette catégorie-là. Est-ce que c'est un défaut? Moi je ne pense pas, je pense que c'est plutôt une qualité. À propos de confrontation, un mot sur Chevènement qui vient d'annoncer. Oui, c'est une bonne nouvelle avant le premier tour. C'est bien, oui, c'est bien, je pense que Chevènement. Est-ce que ça avait du sens, sa candidature? Lui, il pensait qu'il avait quelque chose de spécifique à dire. Après tout, pourquoi pas, mais il s'exprime beaucoup parce qu'il écrit beaucoup de livres et puis il a un club qui est très intéressant où il y a souvent des gens qui viennent parler. Bon, il a des choses à dire. Cela dit, est-ce que c'était nécessaire de se présenter? Je ne pense pas. Je pense que c'est plutôt bien, effectivement, qu'il ait retiré sa candidature. C'est quelqu'un de grande qualité chez nous. J'ai beaucoup d'amitié pour lui. Et depuis très longtemps. Il a le sens de l'intérêt général. Vous avez été au gouvernement avec lui? Il a été avec moi. Plusieurs fois. Oui, oui. Mais il avait déjà démissionné quand j'étais Premier ministre, il avait déjà quitté à cause de la guerre. Alors, il y a un an, éclaté, enfin un peu moins d'un an, l'affaire Dominique Strauss-Kahn. Vous avez évoqué son nom tout à l'heure, c'était votre candidat comme beaucoup, favori. Oui, je pensais que c'était celui qui avait le plus de chance. Quel est votre regard sur cette affaire qui, pour certains, était inquiétante, parce que tout le monde le voyait... Je ne sais pas si je suis spécialement compétente dans ce domaine. Mais quel est votre regard sur cette affaire et comment vous jugez l'homme qui était pressenti quand même pour être le candidat Je pense qu'il a manifesté beaucoup de légèreté, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il y a eu beaucoup d'analyses qui ont été faites. Est-ce que c'est un acte manqué? Est-ce que vraiment il n'avait pas envie d'y aller et qu'il a... Voilà. Je ne sais pas. Je ne sais pas la conséquence en tout cas. Vous le connaissez bien pourtant, vous avez dit tout à l'heure c'est vous qui l'avez... Oui, je le connais bien, je ne connaissais pas sous cet angle-là, mais enfin, je le connais bien. Oui. Mais je veux dire, j'ignorais ce côté quand même un peu extrême de sa personne. Mais... Vous aviez connaissance d'aucun problème Comment? Vous aviez connaissance d'aucun problème à ce niveau-là? Aucun problème. Rien dire. Je ne dis pas que c'est des problèmes, vous savez qu'il était assez... comment dire? Une nature assez... séducteur. Voilà, séducteur, c'est ça, si on veut. Mais donc... C'est pas le mot qu'il faut dire. Non, mais c'est bien, voilà, séducteur. En France, c'est considéré comme bien. Ouais, ça passera bien. Mitterrand, c'était un séducteur qu'on voyait venir de très très loin. Ah oui, absolument. Parce qu'on voyait DSK venir de très loin. Écoutez, moi je sais pas, parce que j'ai jamais eu ce type de... je l'avais repéré comme étant très bon dans ses interventions au sein du Parti Socialiste, et notamment ses analyses économiques. Et donc je ne l'avais repéré que comme ça. J'avais jamais eu d'autres... j'avais jamais déjeuné avec lui ou pris un pot, enfin je veux dire, bavardé si vous voulez. Donc je ne le connaissais que de façon très extérieure. J'avais trouvé qu'il était remarquable. Et donc à ce moment-là, j'avais dit à François Mitterrand, quand on a constitué le gouvernement,
celui-là, il faut le prendre. Parce que, bon, il a une façon de raisonner en matière économique qui est très intéressante. Donc, voilà, c'est le seul. Mais bien sûr, après, bien sûr, il a une réputation, comme vous dites, de séducteur. Comme en France, c'est bien vu, surtout dans la classe politique. On considère que ça fait partie des personnages. C'est encore partie de la légende. L'homme politique doit être séduisant. Et en tant que femme, vous voyez ça comment? Enfin, vous ressentez ça comment, là, tout ce qui s'est dit ensuite, plus ou moins? Vous avez refusé d'y attacher la moindre importance? Non. Ou vous dites... Non, je pense qu'effectivement, c'était difficile. Si vraiment, je pense, si tout ce qu'on raconte est vrai, effectivement, c'est difficile d'être président de la République dans ces conditions-là. Que probablement, c'était donc mieux que ça s'arrête. Et que l'épisode de New York est un des éléments, mais c'était probablement pas le seul. Et que si c'était ça, si vraiment ce comportement relevait d'une certaine anomalie, il valait mieux effectivement arrêter. Alors après on peut interpréter, est-ce que c'est un acte manqué parce qu'on n'ayant pas envie d'aller à l'Élysée, il a accumulé les erreurs qui étaient de nature à pouvoir l'empêcher. Ça, les psychologues le diront mieux que moi, il y a peut-être ce côté-là, c'est possible. Je reviens juste un petit peu en arrière, vous disiez que le ministre Strauss-Kahn était séducteur, c'est peut-être pas le nom que vous vouliez employer. Et justement, par rapport à François Hollande, est-ce que c'est pas un peu le problème chez lui? Ce qui est séducteur, est-ce qu'il manque pas de charisme un petit peu? Il te séduit? C'est une question. Je sais pas. Je ne sais pas, je pense que François Hollande, qui était peu connu, si vous voulez, du public, s'est affirmé dans cette dernière période, notamment dans le meeting du Bourget. Donc les gens vont apprendre à le connaître. Et il a je ne sais pas s'il faut appeler ça de la séduction ou du charme, mais en tout cas il a une certaine solidité. Et je pense que cette solidité, cette normalité, comme il a lui-même dit qu'il était normal, ça a paru curieux par rapport à quelqu'un d'autre qui aurait été anormal, peut-être. Mais qu'est-ce qui est normal? C'est difficile de savoir. En tout cas, de plus proche, disons, des gens, de ce que les gens peuvent accepter, comprendre, reconnaître. Les gens peuvent se reconnaître davantage en lui que dans d'autres personnages plus, disons, fantasques ou avec des problèmes. Vous avez été la première femme Premier ministre. Est-ce qu'un jour, il y aura une femme qui sera dans le fauteuil? Je ne sais rien, vous voulez que je le sache. Pas, certainement, il y en aura, oui, bien sûr. Est-ce qu'on laisse assez de place aux femmes dans les partis politiques aujourd'hui? La parité, par exemple, est-ce que c'est une... Non, mais comme elle est appliquée, oui. Oui. Est-ce qu'on leur laisse assez de place? Je ne sais pas, mais comme dans tout, c'est plus compliqué que ça. Moi, je me souviens que quand je voulais constituer mes listes pour les municipales à Châtellerault, plusieurs fois, je me suis adressée à des femmes en disant « j'aimerais que vous veniez sur ma liste ». Et plusieurs fois, j'ai entendu la réponse « je ne sais pas si je serais capable ». Demandez plutôt à mon mari. Je leur disais « c'est pas votre mari que je veux, c'est vous ». Bon, mon mari, je ne m'intéresse pas. Donc, vous avez les compétences, etc. Je n'ai jamais de ma vie rencontré un homme, peut-être ça viendra un jour, mais pour le moment, qui me dise je ne sais pas si je serais capable. Jamais. Demandez à ma femme. Non, alors je ne vais même pas jusque-là. Mais je n'ai jamais rencontré un homme qui me dise, que ce soit pour une liste électorale, que ce soit pour un poste dans un ministère, une mission, n'importe quoi. J'ai beaucoup rencontré de femmes qui m'ont dit je ne sais pas si je serai au niveau, si je serais capable. J'en ai rencontré plusieurs. Je n'ai jamais rencontré un homme, quel que soit son niveau, qui me dise je ne sais pas si je serais capable. Ça ne me revient pas à l'esprit. D'accord. À quel endroit de la société française on peut changer ça alors? Changer ce petit logiciel? Ça sera très compliqué. C'est pour l'éducation. Je pense que progressivement, déjà, les femmes ont pris une place dans la vie politique, alors que les femmes, quand même, ont le droit de vote seulement en 1946, alors que dans tous les autres pays, elles l'avaient depuis très longtemps. Depuis très longtemps, y compris en Turquie.
Non mais je veux dire, c'est stupéfiant. Donc il y a un machisme de la société française en matière politique, qui vient de cette tradition que le pouvoir a un caractère sacré, que le sacré appartient aux hommes. Je sais pas pour quelle raison. Et donc, voilà, c'est quelque chose, je crois, qui culturellement s'inscrit dans la tradition de la monarchie. Et donc, y compris des pays latins, y compris d'ailleurs des pays musulmans, ne sont pas affectés. Vous avez souvent été victime d'attaques sexistes. Oui. Et vous avez été meurtri. Comment vous avez ça avec le recul? C'était assez violent. Oui, c'est dur, mais si vous voulez, c'est comme ça. Hein, et c'est spécifique à la France. On va peut-être terminer sur des questions plus personnelles, un petit peu personnelles. Quelles sont vos activités aujourd'hui? Oui. Alors, en gros, j'ai deux grandes catégories d'activités. La première, c'est les écoles de la deuxième chance, que j'ai créées il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, nous avons 100 écoles de Châtellerault, et qui ont pour but de s'adresser à des jeunes qui sont sortis du système scolaire sans formation et sans diplôme, donc aucune chance de trouver un emploi, mais ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, parce que le système éducatif, il y a 150 000 jeunes qui sortent du système scolaire sans rien. Bon. Le système éducatif est inadéquat en France. On va revoir de fond en comble, selon ce que je pense. Et donc, et nous sommes classés dans les classements internationaux, en ce qui concerne notre système scolaire, derrière beaucoup d'autres. Donc la France, qui est toujours très beau à un niveau culturel par exemple, on en est là. Donc ces jeunes, on les prend dans nos écoles pendant environ 1 an. Pendant cette période, il y a 3 stages en entreprise, avec compte rendu. Il y a à l'intérieur de l'école des enseignants qui enseignent à savoir lire, écrire, compter, un peu d'informatique, un peu d'anglais, et un comportement, c'est-à-dire dire bonjour, arriver autrement qu'avec la casquette à l'envers et le téléphone portable dans l'oreille, et dire merci, enfin un certain nombre de règles. Donc ces jeunes, aujourd'hui nous avons un résultat positif à 70% à la sortie d'école. Un résultat positif, c'est soit un emploi, soit le retour à une formation qualifiante. Et nous avons fait une étude sur les 5 dernières années. Ceux qui sont sortis depuis 5 ans, on a fait, pas dans toutes les écoles, mais dans celles de la région parisienne, dans l'Essonne par exemple. Dans les 5 dernières années, ceux qui sont sortis depuis 5 ans, 90% d'entre eux ont un emploi stable. 90%. Et ce n'est pas 90% de la population française, c'est 90% d'une population difficile. Donc ce qui veut dire que quand on s'en occupe vraiment, ils ne sont pas plus bêtes que d'autres, hein, ils comprennent très bien, mais il faut prendre les méthodes, il faut les accompagner personnellement. Dans chacune de nos écoles, les professeurs sont en même temps le référent de 5, 10, 15 de ces jeunes. Et le référent, c'est quelqu'un à qui on peut s'adresser, un adulte à qui on peut s'adresser sur n'importe quel sujet, à n'importe quel moment. Problème de logement, de santé, de sa vie personnelle, etc. etc. Et dans les écoles, il y a toujours un contact très serré entre les représentants de l'école et les gens qui sont dans les entreprises. C'est-à-dire qu'il y a toujours le référent forme avec le maître d'apprentissage un couple qui s'occupe justement personnellement du stage. Bon. Donc on a des résultats formidables. Même M. Sarkozy a dit qu'il fallait en faire partout. Il n'a juste pas dit comment il allait les payer, mais il a... Donc ce sont les régions qui payent. Ici, c'est la région Poitou-Charentes. Le Fonds social européen aide aussi. Nous avons la taxe d'apprentissage. Et beaucoup d'entreprises souhaitent les prendre en stage. Beaucoup. On a beaucoup de succès auprès des entreprises. Voilà, ça c'est donc plus de 100 écoles avec un succès extraordinaire. La deuxième partie de mon activité, c'est l'intelligence économique. Quand j'étais à Matignon, j'ai créé un organisme qui s'appelle l'ADIT, ADIT, Agence pour le développement de l'innovation et des technologies. Alors, je m'étais aperçu que nos entreprises, même les grandes, étaient mal informées sur ce qui se passe dans le monde. Si vous voulez, l'intelligence au sens anglais du terme, intelligence, les Anglais, ils absorbent ça avec le biberon. Hein. Ils savent d'emblée qu'il faut être pour l'intelligence. L'intelligence, c'est comprendre ce qui se passe chez l'autre, dans son système. Hein. Alors là, les Français sont très peu, de même que le machisme, c'est une tradition, et même ça, c'est-à-dire que j'ai le meilleur produit. Hein. C'est vrai. Et alors, bon, peut-être qu'on va arriver à le vendre, mais pendant quand même des décennies, on ne l'a pas vendu.
nous avons le meilleur produit. Je suis le meilleur. Si celui à qui je veux le vendre ne comprend pas, ben, tant pis pour lui, c'est que voilà, il n'est pas intelligent. Ben, moi, je suis intelligent, la preuve, j'ai le meilleur produit. Voilà, c'est une feuille des gens. Hein. Donc, c'est une mentalité qu'il faut changer. Et donc, j'ai créé la DIT. Et tout le CAC 40 aujourd'hui est client de la DIT. Hein. Il n'y a pas un seul groupe. Et donc, c'est comprendre ce qui se passe chez l'autre. De quelle manière vous intervenez encore au sein de la DIT? Justement, j'y viens. Mais je voudrais expliquer avant, par exemple. Par exemple, je prends un exemple. On veut vendre des centrales nucléaires à la Chine. On a vendu 2, c'est moi qui les ai vendus, depuis ils n'ont pas vendu. Bon, Dayabet. Et on me dit, les Allemands sont meilleurs que nous. Ça, c'est très énervant d'entendre ça. Hein, non. Donc je dis, c'est pas vrai, on est meilleurs dans le nucléaire. Je m'aperçois que les Allemands ont proposé de former les cadres pendant 10 ans. Ce qui ne coûte rien, ce qui profite à tout le monde, c'est intelligent. Les Français, comme ils ont la meilleure technologie, ils se disent, je vends la technologie, c'est un peuple d'ingénieurs, donc je suis le meilleur, hein, si vous ne comprenez pas, tant pis. Bon, donc, celui qui achète, c'est quelqu'un, il est comme nous, c'est-à-dire, il est entouré de gens qui vont, bien sûr, le surveiller, l'épier, l'envier peut-être, le contester. Donc, il faut qu'il montre qu'il a fait la meilleure affaire en choisissant la France. Il a fait la meilleure affaire parce qu'il a obtenu quelque chose qu'on n'a pas obtenu des autres. Donc, je dis à l'industriel, vous avez 20 ans et vous l'avez, et on l'a eu. Hein. Mais c'est parce que j'ai pu avoir des infos qui m'ont montré que les Allemands avaient procédé comme ça. Et ça m'a ouvert les yeux. Et parce que j'ai vu que dans beaucoup de domaines, c'était exactement la même chose. On ne savait pas se mettre à la portée. Alors sans compter les autres défauts des Français qui vont à l'étranger, il faut qu'ils soient revenus pour le week-end, les autres ils restent sur place. Sans compter que par exemple quand vous êtes dans les Émirats, que vous voulez vendre le chemin de fer, n'importe quel équipement, les autres, les étrangers, ils ont un bureau par capitale, mais ils ont des équipes qui restent alors que nous, on a quelqu'un qui saute d'un bureau à l'autre. C'est des détails si vous voulez, naturellement. Mais quand l'Allemand il est là avec sa famille et que le week-end il invite à faire du bateau les gens avec qui il négocie, c'est tout à fait différent du cadre français qui vient entre deux avions et qui juste va négocier sur le sujet lui-même. Ça n'a rien à voir. Donc c'est une attitude d'empathie qu'on a difficilement en France. Donc j'ai fait ça pour leur montrer. Alors il y a 2-3 ans, pour revenir à votre question, la DIT est venue me voir et ils m'ont dit voilà, nous avons tout le CAC 40, mais nous voudrions maintenant nous implanter en région pour les entreprises moyennes, les fameuses ETI, ou même des PME. Bon, donc nous avons commencé dans le Nord-Pas-de-Calais, avec le préfet Poitras, qui était là à l'époque, et Pierre de Saint-Ignon, qui est l'adjoint chargé de l'économie dans le Nord-Pas-de-Calais. Saint-Ignon, on connaît très bien les entreprises, il a travaillé longtemps en entreprise, il était directeur de Darty. Et donc on a mis un système, on dit à la région, voilà, vous choisissez quelles sont les filières qui vous intéressent. Si je prends le Nord-Pas-de-Calais, aujourd'hui il y a 9 filières qui ont été choisies, mais on a commencé par 2 ou 3. Le ferroviaire, le textile, l'agroalimentaire, le nautisme, etc., etc. Dans ces filières, on fait 2 actions. Une action de veille permanente, c'est-à-dire on surveille dans le monde entier ce qui se passe dans le secteur et on donne les infos aux entreprises du secteur. Alors on ne va pas les bombarder de 3000 infos parce qu'ils ne peuvent pas, mais on les sélectionne et on les met à leur portée, enfin on les prépare. Ça c'est l'action de veille permanente et il y a une autre action qui est Business Intelligence, c'est-à-dire l'entreprise pose une question. Il y a un appel d'offres, par exemple, en Malaisie pour faire un train, comment je fais? Bon, d'abord, il faut trouver l'appel d'offres, il faut trouver qui est derrière, il faut leur expliquer le contenu de l'appel d'offres et les aider à répondre. Hein, ça fait beaucoup. Bon, ou bien, à La Rochelle, je fais des bateaux, comment je peux les vendre en Russie? Mais j'ai vu des cas extraordinaires. Par exemple, dans le 93, l'autre jour, l'équipe qui est là, parce qu'on met des équipes sur place, ce sont des jeunes qui sortent de l'école de guerre économique. Alors ils ont des logiciels formidables qui trouvent tout. Hein, on a un logiciel qui s'appelle Glouton, qui trouve absolument tout. Et donc on trouve ce qu'il y a. Hein. Si vous saviez comment font les autres, c'est hallucinant. Hallucinant. L'autre jour j'étais en Auvergne,
il y avait une entreprise, 4 personnes qui font de la com, une entreprise de communication. On aperçoit que son site était pénétré par des Russes. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle travaillait de temps en temps pour Michelin. Donc, ils ne peuvent pas pénétrer chez Michelin, mais ils entrent par la structure de com à côté, et comme ça ils trouvent. Un autre exemple, donc, en 1993, un industriel qui fabriquait des ascenseurs. Et il achetait toutes ses pièces détachées en Turquie. Et il nous dit, voilà, je voudrais diversifier mes sources d'approvisionnement pour des raisons de sécurité. Est-ce que vous pouvez me trouver d'autres fournisseurs? Bien sûr. Mais on a fait une étude sur le turc. On s'est aperçu que le turc, à travers un Italien, il achetait les pièces détachées dans le Val d'Oise. Et ensuite, il les revendait par la Turquie à l'industriel du 93. Donc, on les a mis en relation avec le Val d'Oise directement. Bon, voilà, ce sont des choses extraordinaires. Donc, on est implanté maintenant dans un grand nombre de régions, dont peu de gens. C'est pour ça que je vais souvent à Poitiers, on a une petite équipe. Et on trouve des choses extraordinaires. C'est-à-dire qu'il y a des talents formidables dans des entreprises, des gens qui trouvent des choses extraordinaires, mais voilà, manque de réseau, de relations, d'argent, de temps, et donc ils n'ont pas ces infos. Et nous, on est là pour être à l'écoute, avec la veille permanente et la réponse très rapide. On a un taux de satisfaction qui est entre 90 et 100%, et ça marche très bien. Donc vous occupez quelle fonction? Je suis conseil, c'est-à-dire que je fais le lien avec les régions. Je ne m'occupe pas des grandes entreprises, je fais le lien avec les régions, mais bon, c'est quelque chose. Nous, on découvre des choses formidables. On a des agents, naturellement, dans un certain nombre de grandes entreprises, qui sont dans le monde entier, puisqu'on a des entreprises françaises dans le monde entier. On a des correspondants, c'est-à-dire qu'en dehors du système avec les logiciels, on peut avoir des réponses précises. L'autre jour, en Champagne-Ardenne, on me demande, on me dit on n'arrive pas à trouver des renseignements sur quelqu'un qui fait des tracteurs dans le Minnesota. Bon, on l'a trouvé, on a fini par le trouver. On a un réseau en France, ce qu'on appelle les conseillers du commerce extérieur. Ce sont des gens qui sont dans les entreprises françaises partout. On ne fait jamais appel à eux. Moi, je les connais bien, parce que j'étais ministre du commerce extérieur. Et donc, régulièrement, je les réunis, puis je leur demande. On peut avoir besoin de vous, donc il faut les motiver. Les gens demandent tout ça. Donc ça, c'est très amusant et très intéressant. Et donc, maintenant, on est dans un grand nombre de régions. Donc plusieurs jours par semaine, vous êtes amené à travailler en région ou dans un bureau à Paris pour la DIT, et pour l'école de deuxième chance aussi, vous avez des fonctions particulières. Pour l'école de la deuxième chance, j'ai oublié de dire que j'ai créé une fondation avec des grandes entreprises françaises qui mettent de l'argent pour tout ce qui est périscolaire. Parce que c'est très bien de leur apprendre à lire, écrire et compter, mais il faut les sortir de leur milieu. Parce qu'ils sont pendant toutes les vacances, tout ça, en bas des tours, ils n'ont rien à faire. Donc, on demande aux écoles de nous présenter des projets. Alors, on en a envoyé, puis à ceux de Châtellerault, on les a envoyés visiter le camp de concentration d'Auschwitz. Ils ont fait un rapport au retour, vous vous souvenez, ils ont fait une exposition avec des photos, ils n'avaient jamais entendu parler. Il y a une autre chose, par exemple, pour Châtellerault toujours, ça ne coûte pas cher, on les emmène visiter l'aquarium géant de La Rochelle. C'est vrai que c'est magnifique, ils n'ont jamais eu l'idée que ça pouvait exister, donc c'est un autre monde. On visite une usine de porcelaine à Limoges. Ça, c'est l'histoire de la porcelaine, comment on l'a fait, tout ça. Et on revient par Oradour-sur-Glane, ils n'avaient jamais entendu parler. Donc vous avez, dans un court séjour de 3 jours, vous avez 3 mondes différents. C'est-à-dire qu'eux, ils ne connaissent que la télé, un peu l'ordinateur, ils cherchent des trucs, et puis et c'est extrêmement appauvrissant intellectuellement. Et puis les rivalités entre les bandes rivales, copains, voilà, qu'on a auprès de chez soi. Donc j'ai des grandes entreprises qui abondent ce fonds, et on fait régulièrement, toutes nos écoles font des expériences de ce type, et une fois par an on fait des rencontres sportives entre toutes les écoles. Je me permets de poursuivre sur le sujet. Donc vous avez un agenda de ministre, toujours... Non, je ne sais pas si c'est un agenda de ministre. Non, je travaille quand même moins que quand même un ministre. Mais votre semaine type, c'est que vous avez quand même toutes les semaines, tous les jours, des rendez-vous. Ah oui. Vous n'avez pas de pieds, très peu. Bah écoutez, non, parce que d'abord je sais faire que ça. Et puis, et travailler. Mais puis c'est intéressant. Ça fait progresser quand même. Aussi bien ces jeunes. Enfin, maintenant on en a quand même sorti beaucoup, puisque on en est à 12 000 par an. Alors c'est peu par an. Dans les écoles de... Là, dans les 2 heures, oui.
avec une centaine d'écoles, on en est à 12 000 par an, mais donc depuis déjà quand même pas mal d'années, hein, et puis ça ne fait qu'augmenter, parce que le besoin est considérable. Naturellement, je préférerais qu'on n'en ait pas besoin de ces écoles, mais voilà, la situation est là. Bon, ça, et la dite, je vais la semaine prochaine à Poitiers, parce qu'on a une séance de débriefing tous les 3 mois, et donc on nous explique, entreprise par entreprise, ce qu'on a fait. Et après, je donne un coup de pouce, parce que vous avez des entreprises qui ont par exemple besoin de trésorerie, besoin d'argent pour développer un projet. Alors, je vais voir les gens de banque emprunt, je vais voir le FSI, voilà, on retrouve pour faire des montages. Et bien, on leur trouve un correspondant à l'étranger. J'ai raconté ça hier à la conférence. Les Allemands, ils ont un truc formidable. Je vais vous donner un exemple de ce qu'en font les Allemands. Les Allemands, quand il y a eu la réunification, dans la partie de l'Allemagne de l'Est, le russe était obligatoire à l'école. Tous les gamins devaient apprendre le russe. Donc il y avait plein de professeurs de russe. Le problème est, qu'est-ce qu'on fait des professeurs de russe après la réunification, où vous avez évidemment un nombre infiniment plus petit de jeunes qui veulent apprendre le russe. Eh bien, ils ont fait ceci. Ils ont mis ces professeurs de russe dans les entreprises. Hein. Et ils leur ont dit, bon, maintenant, on va conquérir la Russie. Hein. Donc, les professeurs de russe, chez nous, je ne sais pas si ça aurait été possible, parce que dans l'éducation nationale, je tourne vers 4 Bon, ils sont dans les entreprises. Mais les grandes entreprises allemandes, elles font autre chose. Elles ont un bureau, par exemple, dans telle ville, en Russie, en Ukraine. Et elles mettent à disposition pour elles, pour l'entreprise, mais aussi pour les sous-traitants, hein, à la fois les locaux, les traducteurs et tout le système. C'est-à-dire que le pays entier, aussi bien dans sa partie éducative que dans sa partie industrielle, est mobilisé pour un système de combat, de conquête. Cet esprit-là, je crois qu'on devrait le développer un peu plus en France. Peut-être brièvement, comment vous avez surmonté vos soucis à la Commission européenne? Oh bah écoutez, c'était rien, hein, c'était un truc qui était monté de toutes pièces. Et comme ça arrive quelquefois, donc c'est tombé à l'eau. Voilà, donc voilà, c'est terminé. D'accord, c'est oublié. Bah oui. Qu'est-ce que vous retenez de votre carrière politique? Un souvenir, un événement vous deviez en retenir qu'un? Alors, je ne sais pas, il y a beaucoup d'événements, donc c'est difficile de dire ce que je peux... Vos plus grands souvenirs? Moi, je crois que ce qui m'a le plus fait plaisir et touché, c'est vraiment d'avoir été élue à la mairie de Châtellerault. Ça vous paraît curieux, mais j'ai trouvé... Première femme Premier ministre, non, ça c'est pas... moi, je ne voulais pas être Premier ministre. J'avais dit à François Mitterrand que je ne le souhaitais pas, surtout en fin du deuxième mandat. Alors que, naturellement, tout le monde savait que ça n'allait pas durer très longtemps et que, quand c'est comme ça, le climat de rivalité est porté à son maximum. D'autre part, je considère que pour ce que je voulais faire, c'était un peu tard. Donc, je lui ai dit, j'étais déjà partie dans le privé à ce moment-là. J'avais quitté le ministère des Affaires européennes une fois que j'ai fini la négociation sur les automobiles japonaises, puisque les Japonais, il fallait... Renault et Peugeot sont allés voir Michel Rocard en disant « je veux négocier sur l'automobile avec les Japonais ». Ce n'était pas les Japonais, le problème, c'était nos partenaires qui naturellement ne voulaient pas de négociation. Puisque la doctrine de la Commission, c'est qu'il faut tout laisser entrer, il ne faut absolument pas de règles au nom de la concurrence, qui est vraiment le dogme absolu, poussé à son maximum jusqu'à un niveau stupide. Donc j'ai négocié, j'ai gagné, et après, voilà, je suis partie. Et j'ai aidé les entreprises françaises dans les pays justement de l'Est. Et je ne souhaitais pas du tout être Premier ministre, et j'étais très surprise quand il m'a demandé ça. Donc je lui ai dit, mais t'es plutôt Bérégovois, puisque lui, ça fait 20 ans qu'il attend ça, hein, il vit que pour ça. Donc, mais non, il y tenait, je veux qu'une femme soit Premier ministre avant la fin de mon mandat. Moi, je dis, peut-être qu'il aurait fallu y penser avant, mais bon, puisque c'est comme ça, allons-y. Et je dois dire que ça a été beaucoup plus difficile que je ne pensais, non pas du tout de la nature du travail, mais des hostilités, le fameux machisme, vraiment. Donc j'ai vraiment pas pu faire ce que je voulais, mais enfin j'ai pu faire quelque chose. Donc votre bon souvenir, c'est plutôt l'élection à Châtellerault? Ah oui, moi j'étais très touchée le soir, on a été élus à la mairie, hein, c'était magnifique, je me souviens.
moi, ça m'a touchée parce que c'était un signe de confiance pour moi, et un signe que les gens avaient compris quelque chose, que j'ai jamais tenu un discours démagogique, simplement j'ai dit voilà, on va faire tous ensemble quelque chose, on va faire un effort, ce que vous avez de bien, parce que vous avez quelque chose de très bien, que j'ai expliqué tout à l'heure, que moi je le ressentais profondément. Je n'étais pas étrangère à cette population, même si j'avais été parachutée. Je trouvais que j'étais en résonance, voilà, avec ce qu'était l'âme de Châtellerault. Et donc, cette âme m'ayant touchée, je me suis dit, bon, ben, on va faire quelque chose ensemble. Et qu'ils disent oui, voilà, c'est ça qui m'a... Ça, c'était beaucoup de bonheur. C'était une surprise ou... Non, je pensais qu'on pouvait être élu, mais enfin, comme je disais tout à l'heure, on n'est jamais sûr. Hein. Donc, voilà, surtout qu'il y avait eu toujours... moi, je trouvais regrettable que ces gens, en quelque sorte, il y avait M. Monory qui leur expliquait, enfin, comment dire, il y avait un côté quand même... ils étaient sensibles à ce qu'était Monory, ce que je trouvais regrettable. Le shérif. Non. Mais c'est ce côté justement shérif que je ne voulais pas, moi. Je pense qu'il faut... C'est comme quand Ablin, le père, voulait fermer le théâtre, ou comme... C'était quoi le peintre dont il avait refusé les collections? Rouault, voilà, Rouault. Bon, les collections de Rouault, il les avait refusées parce que on n'avait pas l'endroit où les mettre. Enfin, je veux dire, et il disait, le père Ablin, il disait, la province c'est comme les femmes, il faut s'en occuper. Si vous voulez, il y a un côté que moi je n'aime pas dans ça. Je ne peux pas le décrire exactement, mais il y a quelque chose que je n'aime pas. Alors, où on s'engage avec les gens, on le fait vraiment, mais on fait sortir ce qu'il y a de bien. Et ici, il y avait vraiment un terrain extrêmement fertile et ça ne demandait qu'à lever. Donc voilà, c'est ça qui m'a touchée. Vous nous disiez tout à l'heure, le bâtiment, c'est pas ça, mais qui est important, mais quand même, de vos réalisations à vous, sur le terrain ici. Ah ben c'est l'IUT, certainement. Ce qui vous rend plus fier, c'est l'IUT. Ouais. L'IUT, je me souviens d'ailleurs que l'IUT, au début, qu'est-ce qu'ils voulaient les gens? Ils voulaient avoir une salle des fêtes pour danser. Oui. Alors je dis, c'est bien, moi j'ai gagné mes campagnes électorales dans les balles, donc je ne vais pas être contre les balles. C'est là où j'ai gagné mes électeurs. Bon, donc j'aurais dit, on fera une salle des fêtes après, parce que des salles des fêtes, il y en a à la périphérie, il y en a plein. On fera d'abord l'IUT, parce que c'est ça qui est important. Et ils ont adhéré à ça. Ensuite, l'IUT, il y avait dans tous les IUT, il y a un restaurant dans l'IUT. Il y avait le restaurant d'entreprise juste à côté. Et j'avais pensé, mais le système n'est pas comme ça, on ne ferait pas de restaurant dans l'IUT, mais que les jeunes iraient dans le restaurant d'entreprise, et comme ça ils verraient les entreprises, ils discuteraient avec les gens des entreprises. À cause de l'éducation nationale, pardon, ça n'a pas été possible. Voilà. Donc ce système avec ses rigidités, c'est ce que je vous disais sur Israël tout à l'heure, voilà, c'est ça qu'il faut essayer de bouger. Bon, et on a commencé à bouger à Châtellerault. On a commencé à comment dire, élever le niveau, effectivement. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, très touchant. Vous me demandez ce qui m'a le plus plu, effectivement, c'est ça. Parce que le reste, j'ai décroché des marchés pour la France formidables dans tout un tas de pays. J'ai loué les grands magasins à New York, au Bloomingdale, pour montrer les French Touch. Donc, c'était très, on a fait 75% de résultats positifs, c'est-à-dire des distributeurs, trouver des distributeurs. On avait organisé des quick dating, petit rendez-vous de 5 minutes entre l'entreprise et le distributeur, et ça marchait du feu de Dieu. Bon, tout ça, ça m'a fait beaucoup, très bien. C'était des avancées, et c'était toujours des avancées un peu iconoclastes par rapport à l'idéologie, à la façon de faire très administrative de la France, qui n'est pas la PME, qu'est-ce que c'est que ça, voilà, c'était des grands groupes, c'était des grands contrats, alors il ne faut pas les négliger, mais s'occuper vraiment des gens et faire que ça avance, ça c'est intéressant. Et je veux dire que c'est la chose qui m'a plus plu comme ministère du Commerce extérieur, et de toutes les activités que j'ai eues, c'est certainement le maire de Châtellerault. Surtout qu'encore une fois, toute la partie, comment dire,
l'organisation, c'était quand même Robert Château qui s'en occupait. Enfin, toute la logistique. Je n'avais pas le temps, puis je n'ai pas la compétence. Mais il s'occupait de toute la partie que moi je jugeais un peu ingrate, et moi je m'occupais de ce qui faisait plaisir. C'est quand même très gratifiant. Aujourd'hui, votre travail, entre guillemets, travail auprès des jeunes socialistes, on a vu ça, enfin j'ai vu ça il n'y a pas très longtemps. Ça vous paraît quelque chose de... C'est pas les jeunes socialistes. d'important. Bah, je vous ai vu il n'y a pas si longtemps dans une réunion de jeunes socialistes à Châtellerault. Vous ne vous souvenez pas de ça? Ben non, Catherine non plus, tu ne te souviens pas. Par elle, c'est le pilier de la Il y a un an et demi, quelque chose comme ça. Vous teniez une petite réunion avec les MJS ici. Peut-être, oui. Bon, je ne sais pas. En tout cas, moi, je garde aucun souvenir. J'étais secrétaire national à la jeunesse et aux étudiants, avant 80. C'était très dur. Mais ici, bon, je sais qu'il y a un MJS, alors est-ce qu'on les a rencontrés? Oui, oui. Oui, ils sont présents régulièrement, mais je ne les rencontre pas régulièrement. En tout cas, une réunion spécifique. Vous avez l'impression qu'il y a une politisation suffisante en France des jeunes, des gens qui sont conscients politiquement ou Ah non, moi j'ai le sentiment au contraire qu'il y a des intérêts vis-à-vis de la politique. Et que si les gens votent pour le Front National, c'est parce qu'ils rejettent les partis politiques, disons, classiques. Non, il y a au contraire un éloignement. Et alors, dans ces cas-là, pourquoi est-ce que vous me dites non, on ne les rencontre pas très régulièrement, les gens du MJS, etc. Pourtant, ces gens-là qu'il faut essayer de voir. Aussi, oui, mais enfin bon, moi je ne peux pas tout faire, je veux dire. Donc le MJS, j'ai beaucoup donné quand j'étais secrétaire national. Enfin, c'est dur, hein. Mais non, ici, il y a Non, mais les MJS viennent régulièrement sur les manifestations qu'on organise. Oui. On a des contacts réguliers, mais je ne me rappelle pas une réunion particulière. C'est la seule chose. Autrement, bien sûr, on travaille avec eux régulièrement. Si vous voulez, c'est pas tellement intéresser les jeunesses socialistes qui s'intéressent déjà à la politique, sinon ils ne seraient pas aux jeunesses socialistes. Par contre, dans la population, jeunes et pas jeunes, ce qui est catastrophique, c'est ce rejet complet de la politique, puisqu'ils pensent que la politique ne va rien apporter. Et c'est ça que François Hollande doit effectivement affronter. Ça va être un challenge très important, parce que Marine Le Pen, je ne sais pas combien elle est aujourd'hui dans les sondages, mais enfin elle était quand même assez haut. Bien sûr, elle n'arrivera jamais à la présidence. Bien sûr que si jamais, enfin ce qui s'est passé en 2002, c'est quand même une tragédie pour la France. On a été quand même examiné dans le monde entier, fait voir la presse internationale, comme presque un pays malade, d'avoir l'extrême droite au deuxième tour. Donc ça, il ne faut pas que ça se reproduise. Pas seulement pour des raisons, disons, politiques, mais parce que c'est quand même le signe d'un désarroi extrêmement profond, d'un rejet. J'avais une autre question. Si vous me permettez, et sans entrer dans votre intimité, mais pour nos lecteurs dans la Vienne qui suivent votre parcours depuis 35 ans, aujourd'hui, quand vous n'êtes ni à la DIT, ni à l'école de deuxième chance, c'est quoi votre vie? Vous vivez à Paris, vous êtes toujours au Tertre? J'habite à Paris, oui. J'ai toujours habité à Paris d'ailleurs. Moi j'avais un pied-à-terre ici. Mais et votre maison de famille du côté d'Angers, vous toujours, continuez à y bien aller? sûr. Oui, j'y vais régulièrement, oui, bien sûr. Oui, bah, c'est notre maison de famille. On y va à Noël, on y va à Pâques, on y va un peu d'été, enfin bien sûr, oui. On aime beaucoup. On est très attachés à cette maison, qui est dans la famille depuis très longtemps. Vous avez 2 filles, vous avez plusieurs petits-enfants? J'ai 4 petites filles, toutes très bien réussies, toutes très mignonnes, très, très gentilles. L'une fait sa médecine, la deuxième fait du théâtre, la troisième vient d'être reçue chez Bioco, et la quatrième encore avec. Non, mais voilà. Bon, voilà. Mais le théâtre est un élément très important de l'équilibre de la famille, c'est vrai. J'avais une dernière question aussi. La Vienne n'est pas le plus grand département de France, la région non, enfin la Poitou-Charentes non plus n'est pas la plus grande région, et pourtant
ces deux collectivités ont fourni des personnalités de premier plan. Vous, Blimpère, monsieur Raffarin, Monori, Madame Royal. Comment vous l'analysez? Ça, c'est du hasard? Comment vous dire? Moi, de toute façon, le démarrage était ici. Je ne sais même pas où c'était Châtellerault quand on vient envoyer. Enfin, 2 premiers ministres, un... On m'a dit, comme c'est imprenable, on m'envoie une femme. Voilà. Bon. Quoi, des fois, on peut se tromper. Oui, enfin, oui, mais moi, on m'avait dit, d'ailleurs, François Mitterrand m'a dit, vous ne prendrez pas du premier coup, mais vous allez apprendre le métier. Ce que je trouvais assez judicieux. Hein? Sinon, je ne peux être... Mais c'était quoi votre question? Le fait que la Vienne, le Poitou-Charentes ait donné des personnalités moi, politiques de premier plan. Je peux pas vous dire. Ça fait quand même sur les dernières années, ça fait 2 premiers ministres, Madame Royal qui était candidate. Enfin, moi j'étais en tout cas pas originaire, Ségolène Royal non plus d'ailleurs. Oui. Mais il n'en reste pas moins que ce sont des personnalités qui ont eu des fonctions. Oui, peut-être. Mais bon, si on faisait une analyse d'autres régions, on trouverait certainement à peu près la même chose dans d'autres régions. Est-ce qu'on a fini? Bon. Merci. Je vous en prie. Alors, Ah, je ne dis pas bien. bon, parce qu'elle me surveille.